Comme vous le savez tous, aujourd'hui, euh, c'est notre activité phare, activité que nous tous attendions. Et voilà, enfin, nous allons devoir commencer. Et pour les noms, je pense que tout le monde, ou bien la plupart des gens, connaissent déjà qui je suis. Mais néanmoins, je vais encore me présenter. Moi, c'est Radja Boubiteko Mohamed et je représente Yéna au niveau de la RDC. Je suis co-lead aussi et je suis dans les task force de la coordination. Et donc, si nous sommes ici dans ce débat, dans cet événement, avec comme thème femmes, sciences et justice sociale, briser les barrières invisibles. C'est un événement, c'est un débat qui aura vraiment des points très sensibles que nous allons débattre et discuter ici ensemble. Et vous devriez aussi comprendre que ce débat vise à mettre en lumière les obstacles invisibles auxquels les femmes font face dans les domaines scientifiques. Et c'est grave. Mais aussi, nous allons explorer ensemble les liens entre science, genre et justice sociale. Nous allons également voir et inspirer les jeunes filles et femmes à engager et à préserver dans les carrés scientifiques. Enfin, nous allons aussi voir comment créer un espace d'échange entre les leaders, les experts, les participants autour des solutions palpables et concrètes. Et vous devrez savoir aussi que notre public cible, c'est les professionnels des domaines scientifiques, juridiques et sociaux, mais aussi des acteurs de la société civile, les membres et les partenaires d'ENA, que je suis, que la plupart de nous êtes. Voilà. Je vais maintenant vous dire comment est-ce que ce débat sera mené, la durée et le temps que ça va nous prendre. Les débats, comme vous le savez, ça se passe ici en ligne et ça va prendre 1h30. Je ne pense pas qu'on va même arriver à 1h30 tellement qu'on va utiliser la méthode euh, de feedback, mais aussi la méthode d'andralogie. Ça veut dire on va tous participer et on va aller droit au but. Data driven result. On va chercher des résultats palpables ici et des pratiques que nous sommes en train de faire ici exactement. Et voilà. Et comme vous le savez, la langue qui est en train de se dérouler, c'est l'anglais et français. Donc, les gens qui sont bilingues se retrouvent facilement. Et je suis le modérateur, comme vous le savez. Les intervenants qu'on a invités, il y a Organisation Frinel, il y a Clinique juridique de la RDC. Et donc, on va euh, devoir donner 40 minutes à, aux intervenants, mais on commence avec 15 à 20 minutes avec les premiers intervenants. Et je pense que ça sera mieux qu'on donne à l'organisation Prinel pour commencer. Voilà, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je vous remercie pour cette opportunité de porter la voix des femmes dans ces débats essentiels. Aujourd'hui, je parle au nom de celles qui ont la capacité de faire de la science, mais à qui l'on refuse souvent l'espace, la confiance et les opportunités. Mon intervention se base sur les barrières invisibles qui freinent l'accès et la progression de femmes dans les domaines scientifiques, en particulier en RDC et en général dans la région de Grand Lac. Pourquoi parler de barrières invisibles? Lorsque on parle d'inégalité, on regarde souvent ce qui est visible, les lois, les infrastructures, le moyen financier. Pourtant, les obstacles les plus puissants sont souvent ceux qu'on ne voit pas. Il y a, par exemple, des mentalités, des pratiques sociales, des habitudes et des habitudes institutionnelles qui excluent les femmes sans jamais dire ouvertement, tu n'as pas ta place ici ou l'on ne te veut pas ici. En tout cas, ces barrières sont silencieuses, mais leurs effets sont dévastateurs. D'abord, en RDC, nous vivons dans un pays marqué par des conflits armés, la pauvreté et l'insécurité, qui est le cas pour presque toute la région.
Dans ces conditions, l'éducation des filles est souvent sacrifiée. Quand une famille doit choisir, c'est rarement la fille qui est envoyée à l'école, encore moins dans une filière scientifique. Là, la science devient alors un privilège réservé à une minorité. Et là, on voit les enfants garçons et les enfants souvent des riches qui sont priorisés. C'est que là, les filles sont directement mises de côté. Dans notre présentation, nous avons identifié 5 barrières clés invisibles qui freinent les femmes à accéder dans les domaines des sciences ou qui freinent les femmes qui sont déjà dans ces domaines à progresser. Et on va commencer par par la première barrière. Et on a vu que nous avons trouvé qu'il y a les stéréotypes de genre. Ces stéréotypes de genre commencent dès les plus jeunes âges où les filles entendent dire que la science n'est pas faite pour elles, où on leur dit que les mathématiques sont trop difficiles, que la physique est faite pour les garçons. Et là, on commence déjà à masculiniser certaines sections, certaines options ou certaines facultés aux universités. Résultat, même les filles les plus brillantes sont orientées vers les lettres, la pédagogie, la coupe et couture ou abandonnent carrément les études parce que elles ne se retrouvent pas. D'autres sont données en mariage juste après leur école secondaire et elles ont du mal à continuer leurs études avec les charges de la famille et tout ce qui va avec. Au fait, ce n'est pas un manque d'intelligence, mais c'est un formatage social que la société, avec les normes sociales, impose à l'agence féminine. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y a des charges domestiques invisibles. Après l'école, beaucoup de filles doivent cuisiner, puiser de l'eau, s'occuper des plus jeunes et d'autres tâches de la famille. Et quand elles doivent étudier, elles étudient parfois trop tard, trop fatiguées, parfois sans lumière dans le noir. Et comme en RDC où avoir du courant électrique, c'est déjà un élix, ces filles ont du mal vraiment à étudier et à se concentrer sur les études. Dans certains territoires, dans certaines villes des pays de la région des Grands Lacs, cette réalité provoque l'échec scolaire et le décrochage, surtout dans les filières exigeantes comme les sciences. Par exemple, la maths physique, l'électricité, où on doit beaucoup bosser et avoir des points qui te permettent d'évoluer vraiment. Les filles sont souvent désavantagées parce qu'il y a des charges, ces charges domestiques invisibles et qui pèsent sur elles. Des fois, les parents les traitent des secondes mamans, des petites mamans à la maison quand elles ne sont pas là. Et c'est elles qui doivent tout porter sur leur dos, alors que les enfants garçons, eux, ont tout leur temps pour étudier, ont tout leur temps pour réviser, pour se cultiver et peut-être avoir tout ce dont ils ont besoin pour exceller dans leur scolarité. L'autre barrière invisible, c'est le manque des modèles féminins. Dans nos universités, dans nos écoles, il y a peu de scientifiques peu de scientifiques femmes sur lesquelles on braque les caméras. Lorsque les médias doivent parler des scientifiques, des chercheurs, on ne cherche que ces scientifiques connus, des hommes qui ont déjà fait leur carrière. On oublie qu'il y a aussi ces femmes, c'est cette petite portion des femmes sur lesquelles on devait braquer les caméras, ces femmes qu'on devrait mettre sur le piédestal pour que leurs actions soient aussi visibles. Donc, il y a une visibilité qui n'est pas vraiment accentuée sur les peu de femmes que nous avons, sur ces peu de chercheuses femmes que nous avons, le peu de femmes qui travaillent dans les laboratoires. Comment voulez-vous qu'une fille qui n'a jamais vu une scientifique femme, un professeur, une professeure femme ou une femme qui travaille dans les laboratoires,
comment veux-tu qu'une petite fille rêve de devenir un jour scientifique si elle n'a aucune femme à qui elle va ressembler? Si elle n'a aucune femme qui va stimuler ces goûts-là d'aller dans les sections ou les facultés scientifiques. Comme on les dit souvent, on devient pas ce qu'on ne voit pas. Nous sommes les fruits de ce que nous avons vécu. Nous sommes des fruits de ce que nous avons entendu dès les bas âges. C'est qu'une fille qui voit sa grande sœur ou qui voit à la télé les dames qui excellent dans les sciences, une fille qui voit des modèles devant elle, elle va justement développer ses goûts, elle va développer cette envie-là d'aller aussi faire la physique, d'aller faire ces sciences exactes qui sont réservées aux garçons parce qu'elle a au moins quelqu'un qui, euh, qui lui sert d'exemple. Elle a une femme qui la vit comme elle, qui est scientifique, qui a développé des choses. Et dans nos écoles, on n'en parle même pas. Par exemple, il y a des grandes femmes qui ont fait des plus grandes découvertes. En tout cas, on ne les met pas sur le piédestal pour que les jeunes filles qui sont dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, puissent comprendre ou voir qu'il y a quand même des femmes qui se sont distinguées et qui ont fait des choses, des grandes choses dans la science. On nous montre qu'il y a des femmes qui sont enseignantes, on nous montre qu'il y a des femmes qui sont à la cuisine, on nous montre qu'il y a des femmes qui sont parfois couturières. On oublie de nous dire qu'il y a des femmes qui ont fait des inventions. On a par exemple Marie Curie qui a fait des grandes découvertes, des grandes inventions, mais on ne parlait pas souvent d'elle. Quand il faut parler des hommes qui ont qui ont excellé peut-être dans l'informatique, on ne parlait pas qu'il y a aussi des femmes à côté de ces hommes qui travaillent dans la science. On ne fait que mettre sur les piédestals des hommes. Et c'est comme ça que les jeunes filles qui sont derrière nous ne savent pas sur quel pied danser pour se lancer dans la science. Il y a l'autre barrière, il y a la violence et l'insécurité. Il est en tout cas impossible de parler science en RDC ou dans la région des Grands Lacs sans parler de violences. Les violences sexuelles, les harcèlements dans les écoles, dans les universités, les traumatismes liés au conflit affectent profondément les filles et les jeunes femmes. Pour beaucoup, poursuivre les études scientifiques devient un secondaire face à la nécessité de survivre et de se protéger. Une femme qui vit, par exemple, dans nos territoires des cabarets, une fille qui vit, par exemple, euh, dans les territoires de Walungu où il y a chaque jour des conflits armés. Une fille qui vit, par exemple, dans les fins fonds à Mwenga, comment elle va faire pour arriver à Bukavu, commencer les études sans se faire violenter en cours de route, sans subir toutes les formes de violence basées sur le genre en cours de route. Et lorsqu'elle ose, c'est la société qui construit des mots autour d'elle et elle a peut-être du mal à continuer. L'autre barrière que nous avons trouvée, il y a la discrimination institutionnelle et la pauvreté. Même lorsqu'une femme parvient à entrer dans les mondes scientifiques, il y a plusieurs barrières qui apparaissent. Il y a peu de bourses pour les femmes, peu de postes de décision, peu de soutien lorsque la femme doit avoir ses enfants. Donc, peu de soutien à la maternité. Les femmes scientifiques doivent aussi constamment prouver qu'elles méritent sa place. Et cette exclusion n'est pas toujours dite, mais elle est systématique. Il y a aussi la pauvreté qui est là. La femme peut avoir peut-être les goûts de continuer les études, de continuer à faire des recherches, mais on sent qu'elle est issue d'une famille très pauvre. Elle n'a pas de soutien, elle n'a pas quelqu'un qui l'aide à aller de l'avant. Du coup, elle abandonne et peut-être elle part en mariage.
Il y a aussi des normes sociales qui n'aident pas les femmes à participer activement et à bénéficier de tous ces privilèges comme les garçons. Parlant des statistiques, les chiffres les confirment. En Afrique subsaharienne, seulement 30% des femmes sont des chercheuses. En RDC, c'est encore pire parce que cette proportion descend à moins de 10%. Ces statistiques ne traduisent pas un manque de compétences ou d'intelligence, mais l'existence des barrières structurelles invisibles qui bloquent les parcours féminins. C'est que les femmes n'ont pas accès dans ces domaines scientifiques parce qu'il y a beaucoup de barrières structurelles invisibles qui sont autour d'elles. C'est soit la famille, soit les communautés, soit euh, nos frères, nos maris, nos grands frères, nos petits frères qui sont autour de nous et qui ne nous permettent peut-être pas d'aller de l'avant. Pas seulement les hommes, il y a aussi d'autres femmes qui ne permettent pas à ce que leurs semblables continuent à exceller dans les domaines scientifiques parce que lorsqu'elles osent, il y a des mots de découragement qui viennent par-ci, par-là, et cela fait à ce que les filles n'ont plus ce courage d'aller de l'avant. Face à tout cela, notre organisation, la Prunelle RDC ASBEL, travaille pour que les femmes soient autonomes, que les filles soient encouragées à embrasser ces carrières, ces options, ces sections qui sont déjà masculinisées. Nous accompagnons les filles dans les mentorats, nous leur aussi, nous les orientons vers les organisations qui aident les femmes ou les jeunes filles, qui accompagnent les jeunes filles qui osent embrasser les sections, entre guillemets, dites masculinisées comme des sections techniques, des sections scientifiques, les sections où il y a beaucoup de mathématiques, la physique. Alors, nous, en tant qu'organisation qui fait la promotion des droits des femmes, nous les orientons, nous faisons aussi les séances de mentorat parce que nous croyons que l'accès des femmes à la science est une question de justice sociale et pas un privilège. Chez nous, à la Prunelle, nous pensons aussi qu'investir dans les femmes scientifiques, c'est investir dans le développement durable dans la région des Grands Lacs. Parce que lorsque les femmes sont impliquées, lorsque dans les conférences, il y a des femmes qui sont impliquées au même titre que les hommes, là, il y aura un goût, c'est comme un stimulus pour les jeunes filles qui sont derrière nous et qui aimeraient bien aussi contribuer au développement de notre région et de l'humanité. Comme message, pour conclure, je vais être claire, les femmes ont leur place en science. Les barrières invisibles doivent être nommées, dénoncées et démantelées parce que si nous nous taisons, c'est que nous sommes aussi complices de ce traitement inégal envers les femmes qui veulent aussi exceller dans les domaines des sciences. La région des Grands Lacs a besoin de femmes scientifiques pour se construire, pour innover, mais aussi pour guérir. Et pour moi, agir pour l'égalité en sciences, c'est agir pour la justice sociale. Je vous remercie. Merci pour ton intervention. Vraiment, ça a été percutant. Bravo pour cette présentation. C'est très inspirante et structurée. J'invite maintenant toutes les autres participants qui sont ici présents d'encourager, d'applaudir pour la fille, mais aussi pour son organisation qu'elle représente, pour ces belles interventions. Réagissez, s'il vous plaît, les amis. Voilà, c'est bien.
Réagissez les amis. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment énorme. Elle a très bien présenté son speech et c'est vraiment mirobolant. J'ai vraiment apprécié. Et sans pour autant perdre le temps, je vais devoir accueillir l'autre organisation clinique juridique de la RDC qui va devoir aussi prendre quelques minutes, 15 à 20 minutes. Je préfère avoir des minutes les plus optimales possibles et nous dire aussi euh, soyez les bienvenus. Merci. Oui, merci beaucoup de la parole nous accorder. Je me présente, je suis Eli Chirol Iragi. Je fais ma dernière année de master en droit pénal et voilà, membre actuel de la clinique juridique de l'université d'Egoma. Et tous les autres détails, je crois que les gens les ont vus sur la fiche. Je crois que vous me captez de part et d'autre. Ouais, nous vous captons. Les autres, manifestez si vous arrivez à l'écouter. Même un petit signe, manifestez seulement. Voilà, merci beaucoup, Voilà. comme vous me captez. Alors, mon intervention va s'étayer sur quelques points. D'ailleurs 3 points, parce qu'il m'a été demandé de parler de la science, genre et justice sociale en Afrique. Alors, parlons de ces sous-points de notre grand thème. D'abord, je salue l'initiative parce que déjà aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des femmes et filles de la science. Et je crois bien que Yéna a quand même fait de son mieux pour que nous puissions quand même participer ensemble dans cet exercice en ligne et voir dans quelle mesure nous allons toutefois parvenir à contribuer notre pierre à l'édifice. Alors, mon introduction qui s'était sur 3 points, notamment la science, les genres et la justice. Et comme vous le savez très bien, la science qui continue toujours à réduire les inégalités dans notre société, parce que plus nous avons des femmes instruites, plus nous avons des hommes instruits, ça contribue toutefois aux inégalités sociales. Et comme vous le savez, parlant du genre, je ne vais pas trop parler parce que déjà, il y a plusieurs formations qui ont été faites et plusieurs formations qui ont été engagées par IENA en ce qui concerne les genres, qui est l'ensemble toutefois des différentes conceptions que la société attribue aux hommes et aux femmes. Exemple du genre, euh, la société a attribué disant que non, ce sont les femmes qui doivent préparer et que les hommes doivent travailler. Les hommes doivent partir soit devenir concasseurs et que les femmes doivent rester à la maison en train d'allaiter les enfants. Alors, toutes ces différentes pratiques que la société semble d'accorder aux hommes et aux femmes, c'est ce qu'on appelle le genre. Et voilà, le combat actuel qui est celui de l'égalité des genres. Et c'est pour cela toutes les différentes pratiques où les hommes doivent faire ceci, les femmes doivent faire ceci. Nous sommes en train de combattre ça pour que nous puissions quand même vivre une société plus équitable et égale à ce qui concerne les genres. Alors, parlant de la justice sociale, vous voyez, quand on parle toujours de la justice sociale, c'est dans le but toujours de viser l'équité. Et quand on parle de l'équité, c'est tout ce qui se réfère au sens du bon et tout ce qui est relatif quand même à une justice qui est équitable et garantie pour tous. Alors, l'objectif de mon intervention, c'est de montrer comment est-ce la science et les genres contribuent à une justice sociale, surtout parlant de l'Afrique, parce que nous œuvrons dans la région des Grands Lacs. Alors, les concepts clés de notre intervention, la science, les genres et la justice sociale, comme je l'ai bien dit au début de mon intervention. Alors, on commence par le premier point avec les constats chez nous en Afrique. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, vous savez très bien euh, qu'il y a 3 grands constats ou 3 grands défis majeurs à ce qui concerne euh, déjà la science, à ce qui concerne les genres, à ce qui concerne la justice. Et les premiers constats que moi j'ai quand même essayé un peu d'analyser, c'est la rareté des femmes en sciences. Et ça, c'est un très grand défi. Il y a peu de femmes qui s'intéressent à la science et il y a peu de femmes qui sont voilà, accompagnées du point de vue de la science. Et ça, c'est un grand défi majeur ici chez nous en Afrique. L'année passée, je crois au mois de mars
2025, j'avais pris part à la rencontre internationale du livre francophone et j'avais eu quand même le privilège de discuter avec une écrivaine française qui s'appelle Valérie Cachat, qui était revenue sur cette question, disant que d'abord, elle, dans sa famille, parce qu'elle partage des nationalités, elle a une nationalité des Caraïbes, mais aussi la France, et elle vous dit que non, quand elle s'est lancée dans les domaines d'écriture, dans les domaines du théâtre, il y a eu beaucoup de découragement disant que non, ça c'est fait pour les hommes. D'ailleurs, tous les auteurs que nous connaissons dans notre pays, en ce qui concerne voilà, la science, ce ne sont que des hommes. Et donc, toi, tu veux juste encore une fois influencer alors que ça ne va pas tenir. Et on l'a poussé à ce qu'elle puisse abandonner tout juste au début. Et cela, ça l'a fait tellement mal parce que là, rencontré que la société pour laquelle elle a été appelée à travailler, c'est la même société qui est aujourd'hui en train de la décourager. Et là, c'est un grand constat au niveau international, imaginez-vous. Et puis, revenons maintenant en Afrique, c'est un très grand défi. Aujourd'hui, même une fille, même si elle parvient à obtenir n'importe quel diplôme, et on l'appelle et dire que non, y a un poste vacant, on aura plus tendance à avoir confiance à un homme qu'à une femme, même si l'homme a moins de diplômes que la femme. Et ça, c'est la plupart des sociétés où il y a encore carence de cette matière en ce qui concerne l'égalité des genres. Et ça crée du tout un désintéressement total à ce qui concerne les combats. Je me rappelle toujours parce que moi, je pars de mon intervention à l'aide des exemples. Lorsque nous commencions l'université, je crois dans les années 2020, 2021, alors, euh, il y avait un constat majeur que nous avons constaté à l'université, c'est lorsque vous commencez l'université, on vous dit que pour être chef de promotion en faculté de droit, en faculté de médecine, il faut être vraiment un homme. Imaginez-vous. Des concepts pareils en tant que monde universitaire. Il faut être un homme pour diriger une faculté ou ça pour être juste un chef de promotion. Et puis, avec ces constats au niveau même africain, déjà qui se construit au niveau même des universités, qu'en est-il au niveau du monde d'emploi? Je laisse la question entre parenthèses. Alors, parlant même des inégalités éducatives, c'est ce que je relevais même comme deuxième problème. Voilà, aujourd'hui, il y a même des parents dans certaines zones qui choisissent de faire scolariser les hommes, disant que non, l'homme, lui, a plus de charges que la femme. Je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes qui se débattent de gauche à droite et aujourd'hui qui font la fierté même plus que les hommes. Il y a ce qu'on appelle des femmes papas parce que lorsque vous trouvez les différentes tâches qu'elles réalisent pour la famille, vous vous dites que non, non, cette femme n'est pas seulement une femme, mais aussi c'est le père de la famille. Parce que c'est pas à dire que non, parce qu'il y a différentes conceptions des parts et d'autres, qui facilement, je vais aussi intérioriser cette manière de faire et je vais prendre aussi euh, en compte tout ce que les gens essaient un peu de dire et mettre en pratique. Et là, facilement, on va perdre les valeurs. Et heureusement, nous avons eu quand même le temps de travailler avec les déplacés des guerres pendant qu'il y avait la situation de turbulence, la clinique juridique. Et nous avons eu à discuter avec différentes femmes déplacées de guerre parce que ce sont en train de traiter concernant les déplacés de guerre et la poursuite des auteurs des violences sexuelles en milliers, donc dans les différents cas de déplacés. Donc, c'était des trois camps, camps de Boulengo, des GDA et Roussayo, ici au Nord Kivu. Et on arrivait à un moment où les parents vous disent que non, moi, je n'ai pas de moyens, mais je préfère scolariser mon garçon et laisser la fille à la maison en train de m'aider aux différentes tâches ménagères. Et là, on se posait des questions. Et donc, des conceptions pareilles existent toujours. Et c'est qui freine même l'éducation pour la jeune fille. Et aujourd'hui, on se repose plus sur les garçons que sur les filles. Alors, la question que que je nous laisse à nous tous, ne trouvez-vous pas que ce sont les filles qui aident le plus leurs parents que les hommes, même dans les mondes professionnels, même dans les foyers? Faites juste la petite analyse entre les hommes et les femmes. Qui aide plus le parent? Point d'interrogation. Alors, parlant des stéréotypes culturels, les stéréotypes culturels qui n'est rien d'autre que toutes les constructions que nous essayons de nous fixer en tête, disant que non, par exemple,
voilà, les femmes ne doivent que faire telle chose. Par exemple, même les jours de la dot, c'est pas qu'une femme ne doit pas discuter même sur sa dot. Ce sont les hommes qui viennent discuter sur la tête d'une femme, imaginez-vous. Alors que c'est bien elle qui va faire valoriser la famille, c'est bien elle qui va faire l'honneur de la famille, mais elle n'a pas même une place. Donc, elle est considérée comme tierce au niveau même de la dot, imaginez-vous. Et donc, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de conceptions, et surtout, on comprend que déjà, même ceux qui ont étudié ont tendance à, à créer des différentes pratiques là où soit des stéréotypes. Vous voyez que lorsqu'il est un milieu académique, il enseigne non, des sortes pareils, il faut éviter telle chose, telle chose. Mais quand il est chez lui à la maison, non, la fille ne doit pas marcher la nuit. Parce que, prenons un exemple, vous êtes parent, vous êtes responsable dans une maison et que vous avez un garçon et une fille et vous voulez envoyer quelqu'un d'aller à une boutique acheter soit de l'eau à boire, acheter quelque chose à manger la nuit, vous aurez tendance à envoyer les garçons et laisser la fille. Et donc, lorsque ce sont des dangers, on préfère plus les garçons tomber dans des pièges et ou soit tomber dans le danger et protéger plus la fille en, en comprenant que non, la fille, c'est l'être qui est faible, ce qui n'est pas du tout logique. Et puis, les combats actuels qui est les combats de l'égalité sur le plan de la science, sur le plan de l'éducation et sur le plan des stéréotypes. Et aujourd'hui, quand vous avez un professeur ou soit une enseignante femme, on a tendance à la négliger. Et beaucoup de cas se présentent et les étudiants ont tendance à négliger parce que non, c'est une femme qui va nous enseigner et n'est pas trop forte. Mais là, c'est un homme, tout le monde a tendance à être plus coaché. Et ça, c'est parmi nos combats que nous devons toutefois mener pour créer une société juste et équitable. Alors, c'est quoi les rôles de la science? J'ai relevé trois rôles dans cet équilibre. Il y a d'abord l'amélioration de la santé. Voilà, en ce qui concerne l'amélioration de la santé, voilà, avec les différentes technologies actuelles, déjà, ça contribue à ce que cette science améliore la qualité sanitaire. Et parlant même des exemples, d'une part, je remercie les Rwandais parce que la fois aussi antérieure, je crois, c'était aussi en 2024, en 2024, oui, oui, vers octobre, il y a souvent des conférences qui s'organisent et des ateliers à Africa Health Tech Summit qui s'était tenu à Kigali. Et quand même, nous avions eu la chance d'y prendre part, où il y avait des femmes qui avaient pris courage de prendre parole, qui représentaient même des grandes entreprises en ce qui concerne la technologie sanitaire et l'intégration même de l'intelligence artificielle dans les domaines de la santé. Et là, on comprend que la science évolue grâce à différentes têtes. Et sur ces différentes têtes, il y a quand même la présence d'une femme. Et déjà, ça montre déjà qu'il y a cette égalité. Sans toutefois vexer aussi les hommes, parce que nous cherchons c'est qu'il y ait donc un équilibre total entre les hommes et les femmes et parvenir à faire évoluer, à faire avancer la science parce que la science repose sur les épaules et des hommes et des femmes. Mais aussi toujours en parlant des rôles de la science, nous avons la protection de l'environnement, effectivement avec les différents principes qui protègent l'environnement, la mise en œuvre de ces principes, de différents mécanismes, voilà, pour ça toutefois relever des principes comme le pollueur-payeur, la prévention, plus. Donc, ce sont des différents rôles de la science et enfin qui favorisent même l'inclusion numérique. Je reviens avec la parenthèse à ce qui concerne l'intégration même des différentes technologies, toujours au bénéfice de la science. Alors, parlant des défis majeurs avant de clore avec les différentes solutions et conclusions, il y a d'abord, comme premier défi, manque de moyens. Bien sûr, on peut vouloir chercher cet équilibre social et voir dans quelle mesure la science peut contribuer aussi à créer cet équilibre, mais il y a quand même des moyens qui font défaut. Vous voyez que surtout, nous sommes dans des pays qui cherchent en voie de développement. Et donc, s'il est difficile, c'est que, voilà, je prends des cas de la RDC, de mettre une politique en marche pour favoriser à ce que la science puisse être totale. Et voilà, aujourd'hui même, il y a des écoles qui n'ont jamais vu des ordinateurs. Quand on fréquente Massissi, Rutshuru, quelque part Nyangezi au site Kivu, quelque part, vous rencontrez qu'il y a même d'endroits où on ne connaît même pas une machine ordinateur. Et donc, c'est parmi des défis majeurs qui freinent même l'évolution de la science et freinent même
l'évolution des hommes et des femmes. Et lorsque un homme trouve d'opportunités d'aller à tel endroit, c'est là où il part aussi fort. Parce qu'aujourd'hui, même les familles commencent à avoir peur d'envoyer leurs enfants filles, disant que non, ma fille doit rester ici, doit se marier, mariez-vous localement. Tout ça, ça crée aussi des différents problèmes. Et là, il y aura tendance à plus l'évolution sur un seul côté, parce que même si vous calculez même le nombre des présidents, et là, ça me fait rentrer dans les deuxième défi qui est la faiblesse politique et scientifique. Déjà, vous rencontrez que la plupart des présidents même sont masculins et même les femmes elles-mêmes qui ne parviennent pas à se soutenir elles-mêmes. Aujourd'hui, une femme est capable de te dire que non, moi, je ne vais pas soutenir cette fille parce qu'elle est une femme. Et les femmes sont considérées comme étant faibles. Quand une femme te dit c'est là, ça crée aussi un autre problème. Donc, elle n'a pas encore compris où va le monde. Elle n'a pas encore compris que veut le monde. Elle n'a pas encore compris c'est quoi le rôle de la science et c'est quoi même les différents les stéréotypes à lutter pour l'évolution du monde actuel. Et là, c'est parmi nos combats que nous menons au quotidien. Beaucoup de conférences sont organisées dans le cadre toujours de maintenir cet équilibre social, de maintenir l'égalité pour la science et pour le développement du monde. Alors, comme piste des solutions, voilà, mon argumentaire des solutions, c'était sur 3 points, notamment la formation des filles. Nous aimerions aussi qu'il y ait plus de formation des filles, qu'elles comprennent qu'entre elles d'abord, elles doivent avoir ces sentiments-là de vouloir apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile même, bon, je prends un exemple simple, juste un exemple simple. Lorsque nous sommes en train d'étudier et que l'on donne à une fille soit d'analyser une jurisprudence quelconque, elle commence à vous dire que non, c'est compliqué, je n'ai pas assez de temps, tout ça. Et vous comprenez que déjà elle-même se sous-estime et ça contribue à ce que la science aussi ne puisse pas évoluer sur le plan, euh, voilà, genre, et sur le plan même des filles et même qui constituent leur propre blocage. Et donc, cette formation des filles pourra permettre à ce qu'elles comprennent leur place dans la société et qu'elles comprennent aussi c'est quoi leur rôle pour parvenir à évoluer. Et deuxième solution, encourager la recherche inclusive. Et donc, lorsque vous voyez qu'il y a quand même une fille, il y a quand même un homme qui commence à vouloir chercher tel point ou tel point, et toujours quand même ce courage de partager et le courage de l'encourager, et aussi le courage de pouvoir l'aider à ce que sa quête puisse réussir et voir dans quelle mesure nous allons parvenir à faire évoluer la France. Et en dernier, soutenir les femmes scientifiques. Donc dès que vous trouvez une fille ou une femme scientifique commencer à évoluer sur un plan quelconque, ne laissez pas ces femmes, ne laissez pas ces filles toujours à la merci de la société, mais plutôt faites avancer ces femmes, les encourager, permettra à ce que d'autres femmes puissent quand même avoir aussi le courage d'aimer la science et faire évoluer le monde. En conclusion, la science inclusive constitue aussi une manière de justice sociale, mais aussi l'égalité des genres contribue au développement durable. Merci. Merci pour votre intervention. En tout cas, personnellement, moi, je trouve que son intervention a été vraiment pertinente. Je tiens également à saluer chaleureusement notre cher monsieur Eli Siroul, son nom c'est un peu compliqué, pour la qualité exceptionnelle de son intervention. Vous avez pu constater avec moi que sa contribution était vraiment très structurée, riche et profondément inspirante, qui a même été, je dirais, l'effet même de ces débats. Son analyse des défis sont vraiment orientés vers le monde scientifique, mais aussi sa manière de lier cela à la justice sociale nous a permis exactement d'ouvrir les perspectives très clairement. Vous avez aussi remarqué avec moi qu'il a mis à lumière les enjeux que nous ignorons souvent, les obstacles silencieux que les femmes subissent, les préjugés, les implicites, même les inégalités, dissimulés plutôt dans les environnements d'apprentissage. Chez moi, j'ai trouvé, je vais vous dire que ce qu'il a présenté, c'est pas seulement les défis que nos femmes font face, mais aussi c'est précisément les barrières invisibles que ces débats tentent à briser, à combattre. Et je pense que son intervention a vraiment marqué mon esprit intellectuel. Courage, mon cher, et les applaudissements pour lui. Les applaudissements, les amis. Merci. Manifestez, les amis, manifestez. Encouragez notre ami.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Courage. Courage, les amis, manifestez. Eh bien, voilà. Et donc, comme nous venons d'écouter les interventions de nos deux experts, en l'occurrence celle des cliniques juridiques de la RDC et l'organisation Prinel, et sans pour autant perdre le temps et aller droit au but, nous allons vite passer aux questions-réponses qui seront même au cœur de nos débats et qui vont nous permettre exactement d'en découdre avec différentes thématiques qu'ils ont parlé au courant de leurs interventions. Et je vais mettre dans le chat une question, un débat que nous devrions tous essayer d'interagir avec et de donner nos points de vue. Et on va essayer d'en découdre ensemble. Voilà. Et donc, la question, je viens de le mettre. Vous venez de le voir. Quelles sont, selon vous, les barrières invisibles les plus persistantes qui limitent la participation des femmes et des filles dans les sciences actuellement? C'est une question qui semble simple, mais si vous l'analysez bien, elle est plus profonde que vous le pensez. Et donc, je pense que tout le monde devrait méditer à cette question et essayer de répondre euh, les plus approfondis possibles. Et je pense qu'il y a d'autres participants qui devraient aussi intervenir. Et nous réservons d'abord les questions. Mais je pense que cette question d'abord devrait être répondue avant d'accueillir les autres participants qui vont devoir continuer. Vos réponses sont les bienvenues. Je pense, bon, on peut prendre des volontaires si vous avez peur de répondre. On prend des volontaires qui vont simplement répondre. C'est juste que vous comprenez votre réponse, votre idée. On veut seulement savoir qu'avez-vous compris déjà de nos deux intervenants, de nos deux experts, et qu'avez-vous retenu pour vous permettre exactement à répondre à cette question en commentaire. Quelqu'un, un volontaire qui peut répondre? Un volontaire? Les Rajab, amis, moi, je réponds directement dans les chats, hein. Je suis en train de répondre à cette question. d'accord, merci. Même dans les chats, oui, mettez vos réponses dans les chats. C'est aussi une façon de prévaloir vos idées. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à s'exprimer publiquement, mais dans les chats, ça va. Et c'est aussi une façon de donner exactement vos points de vue. Et nous, on a exactement besoin de ça. Faites vite, les amis, comme ça, on accorde la parole à d'autres intervenants. Merci. Voilà, je vois Amici pose une question. According to you, what are the most persistent invisible barriers? Ah non, c'est juste ma question en anglais, traduit en anglais pour les anglophones. Voilà, merci Amici, merci en tout cas. C'est vraiment pertinente. Votre translation, c'est vraiment au top. J'ai aimé ça. Est-ce que je peux répondre un peu, Ouais, s'il vous plaît. vous permettez? Ouais, vous pouvez, vous pouvez.
Ok, concernant cette question, je pense que je peux parler peut-être de mon parcours en étant très brève. Je pense que les barrières les plus persistantes, ça concerne les orientations peut-être scolaires qui poussent les filles vers des filières non scientifiques. Comme par exemple moi, j'ai fait la génie civile et tous mes camarades, ils étaient garçons, donc je me sentais je me retrouvais, ils parlaient que du football, les baskets qu'ils ont vus. Et aussi, il y avait même des enseignants qui me demandaient pourquoi tu es ici, pourquoi pas tu n'as pas choisi ça. Et il y a aussi Ellie avait parlé que parfois on n'a même pas confiance aux femmes. Là, je le dis du fait que un jour X, j'ai reçu une critique. C'était une personne que je ne connaissais même pas. Elle m'a dit, toi, tu fais la génie civile. Et il a dit, je pense pas que je pourrais te confier mon chantier. Et je pense que des fois, on est perçu comme faible alors que on ne nous connaisse même pas. Donc, je pense que les premières barrières, les biais de l'éducation et l'accès inégal aux ressources. Donc, et aussi, on fait des idées que la femme doit se marier, la femme doit faire ça et l'homme doit faire ça, alors que on devrait avoir, il devrait avoir l'égalité de genre. Donc, c'est un peu comme ça mon point de vue. Merci. Merci. En tout cas, selon son expérience, c'est vraiment quelque chose de vrai et d'inspirant, c'est ce qu'elle vient de dire. Et vous allez comprendre avec moi que c'est ici vraiment de son expérience personnelle. Et c'est vrai, il y a une partie vraiment, en tout cas, de la vérité dans ce qu'elle est en train de dire. Et cela va aussi me pousser exactement aussi de vous dire un peu, d'essayer de répondre de ma manière, de mon expérience. Et comme vous le savez, l'année passée, je suis parti à Kinshasa exactement pour participer à un test de l'ambassade de la Belgique en RDC. Voilà, c'était un poste vraiment stratégique et toujours dans la relation internationale et coopération bilatérale. Et vraiment, une fois à Kinshasa, imaginez, c'est pas déjà facile de s'engager à aller faire un test et vous allez mettre vos propres moyens en jeu pour se rendre là-bas. Et vous n'êtes même pas sûr que vous serez maintenu, c'est un risque à prendre. Et donc, voilà, je suis arrivé là-bas. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai réalisé? Il y a, il y a aucune fille. Nous sommes que trois garçons. Il y a aucune fille. Et la seule fille qui était là-bas, c'est une fille qui vient du Congo-Brazzaville, qui est là-bas au test. Elle aussi, elle a simplement traversé. Vous savez, Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est pas tellement loin que ça. Il y a seulement le fleuve Congo. Vous allez traverser, vous arrivez là-bas. Mais voilà, la fille est là. On commence les tests. On fait les tests, on nous donne des papiers, stylos, on travaille, voilà. On a terminé. Moi, je suis resté là-bas à l'hôtel en attente d'une suite. Et voilà, on nous répond, je suis moi et la fille. Nous sommes sélectionnés à l'interview. Et voilà, nous sommes en train de faire l'interview jusqu'à ce que on arrive à one-to-one. On commence à nous poser des questions. On nous confronte donc. On veut savoir vraiment qui peut s'en sortir de l'eau, qui peut gérer le stress. Et voilà, on commence à nous poser des questions vraiment sensibles. Et à un certain moment, moi, je voyais vraiment de la motivation dans la jeune dame. Elle répondait vraiment aux questions, mais elle n'avait pas confiance en elle. Parfois, on l'a posé des questions, elle dit, je ne sais pas, vous voyez, lui, c'est un homme, c'est normal qu'il connaît plus que moi. Tu vois, elle banalise une chose qui est vraiment normale. C'est normal qu'il connaît plus que moi. Ah, alors, ce manque de confiance a failli à cette femme de perdre le boulot au détriment de ma confiance en soi. Donc, c'est pour vous dire, l'une des blocages qui bloque exactement ou bien qui limite
nos femmes dans la science ou bien dans la participation des activités professionnelles aujourd'hui, je peux dire que c'est cet environnement-là qu'ils ont vécu dedans qui les pousse à croire que, voilà, vous êtes inférieurs aux hommes et les hommes sont naturellement forts et doivent faire mieux que vous. C'est une façon erronée de voir les choses. Voilà, c'était juste une parenthèse et on va donc continuer. On va accueillir la prochaine personne qui va intervenir. Et je pense que Magnifique Gakuru peut aussi intervenir. Magnifique Gakuru, intervenez s'il vous plaît, mais soyez brève. Magnifique, vous êtes là? Apparemment, il a un problème de connexion. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Mais vous savez, au Congo, avec l'Internet, c'est compliqué. En Afrique en général, c'est un peu compliqué. Mais ça va. On continue avec une autre personne. Voilà. Claudine Kitumaini. Alors, il y a Magnifique qui me signale une box qu'elle arrange son micro et donc quelqu'un d'autre peut parler en attendant qu'elle aussi finisse à arranger. Voilà, voilà. Claudine, Euh, vous êtes oui, là? oui, oui, je suis là par rapport à cette question-là. Moi, je pense que dans nos communautés, on commence déjà à normaliser depuis la nuit des temps cette inégalité sociale entre les garçons et les filles et ces privilèges des donner aux garçons, aux hommes, aux garçons l'espace au détriment de jeunes femmes. Je pense que, il est temps qu'on commence à dénoncer et qu'on soutienne les filles qui sortent d'îlots ou les jeunes femmes qui sortent d'îlots pour embrasser les mondes de la science. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, il faut aussi mettre sur le piédestal ces quelques femmes qui se distinguent quand même, qui ont embrassé la science, parler d'elle souvent quand il faut soit aller à la télé ou quand les médias font de reportages, des articles, des portraits sur des personnes qui sortent de l'ordinaire, qu'elles contactent au moins ces quelques femmes que nous avons dans la science pour que les jeunes générations aient un modèle, pour que les jeunes filles est quelqu'un qui les inspire et qui les montre les chemins de la science. Comme les amis, j'ai été aussi contrainte par ma mère quand je finis mon école secondaire. Je faisais le lycée. Et quand je voulais entrer dans la section technique commerciale, pour ma mère, il fallait que je fasse la pédagogie parce que toutes mes tantes avaient fait la pédagogie et elles pensent que c'est là qu'on réussit la vie parce qu'elles voient beaucoup de femmes qui sont enseignantes chez nous à Bukavu ou dans nos territoires de la province du Sud Kivu. Et du coup, vous sentez que il y a une mentalité avec laquelle nos communautés ont normalisé, alors que ça ne devrait pas être. Et c'est là, on devait laisser les filles se choisir ce qu'elles veulent devenir dans la vie, parce que quand on grandit, on a un rêve. Et ce n'est pas bon de freiner ces rêves-là. Alors, moi, ma mère avait beaucoup insisté pour que je fasse la pédagogie, mais moi, je m'étais dit que dans la pédagogie, je ne pense pas que je vais me retrouver. Je préfère plutôt faire la section commerciale et parce que je rêve de devenir une financière un jour ou je rêve de devenir un agent de la banque un jour. Mais ma mère, elle voulait que je fasse seulement la pédagogie parce que
pour elle, c'était la section ou l'option féminine. Alors, le fait de normaliser ces choix de la communauté pour nos jeunes filles devait être dénoncé et encourager ces filles qui ont le souci ou qui ont l'ambition de faire ces sections-là qu'on a masculinisées et qu'on pense que les filles ne peuvent pas faire. Vous savez, ces problèmes souvent viennent de l'éducation de base qu'on reçoit. Les filles sont souvent enfermées sur elles-mêmes. Elles sont à la cuisine avec des poupées, en tout cas, on la ferme dans un carcan où elle est seule, elle n'interagit avec personne, elle s'enferme sur elle-même. Alors que les garçons, eux, on les laisse libres, on les laisse affronter le monde. C'est comme ça qu'on dit que les femmes sont faibles et les hommes sont forts. Du coup, les hommes s'ouvrent directement au monde, alors que les filles sont enfermées dans la cuisine, dans leur chambre, et on ne les prépare qu'à la vie de la famille, qu'à la maternité, qu'aux travaux ménagers, alors que les garçons, eux, sont préparés à affronter le monde. Moi, je pense qu'il est temps que notre éducation puisse changer, qu'on éduque les garçons de la même manière que l'on éduque les filles, pour que les filles grandissent en sachant qu'elles ont aussi le monde devant elles à affronter, qu'il y a la science devant elles qu'elles doivent aussi embrasser et qu'elles doivent se battre comme toutes les autres personnes, qu'il n'y ait pas cette différence entre les garçons et les filles lorsqu'il faut choisir les facultés à faire, lorsqu'il faut choisir les options à faire, que les parents aident de la même manière les filles à s'orienter dans les sections scientifiques comme ils aident les garçons, que les parents aident les filles à s'ouvrir au monde comme on aide les garçons à s'ouvrir au monde dès les bas âges. C'est au fait ça ma contribution par rapport à cette question. Merci, madame. Votre contribution est vraiment très bien prise personnellement de ma part et je suis sûr que c'est le même avis de tout le monde. Et vraiment, je vous assure qu'avec ce genre de débat, les femmes vont reprendre la place qu'ils méritent, qu'ils ont droit dans notre société et dans notre monde scientifique. En tout cas, avec ce genre de discussions, de débats, nous allons y arriver avec le temps. En attendant, nous allons continuer avec notre thématique. Il y a Edith qui n'a pas encore pressé ou bien nous présenter son exposé quant au thème. Et donc, je serai contraint de dire à Edith d'être un peu brève et voilà, nous présenter aussi son expertise quant à ça. Merci, Edith. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Edith Kazamouali, journaliste à la Prunelle, également boursière du programme YENA. On a été invité à intervenir dans cette discussion à l'occasion de la Journée internationale des femmes et filles de sciences, célébrée chaque année le 11 février. Quand on parle des sciences, on parle des progrès, d'innovation, des solutions pour l'humanité. Mais peut-on réellement parler des progrès si la moitié de l'humanité reste sous-représentée dans les espaces où se construisent ces solutions? La question reste entre parenthèses. Mon intervention portera aujourd'hui sur les points essentiels qui les bonnes pratiques, de politique publique et les initiatives concrètes qui favorisent réellement l'inclusion de femmes en sciences. Car la question n'est plus seulement de savoir pourquoi les femmes doivent être davantage présentes en sciences. Cela est évident, mais comment nous créons des systèmes qui leur permettent d'y entrer, d'y rester et d'y évoluer. Cela nous pousse directement à penser comment inclure plus de femmes en sciences. Partant d'un exemple, c'est là ou soit disons que cela doit commencer dès l'école primaire quand on change les idées reçues. Il y a un problème qui se pose là-dessus. Dès l'enfance, on dit souvent que les garçons sont meilleurs
en mathématiques. Les filles, souvent les filles sont moins bonnes pour la science. Elles sont plutôt faites, on dit souvent que les filles sont plutôt faites pour faire la cuisine, aussi elles sont faites pour faire le ménage. Dans ce sens de bonnes pratiques sont, on doit parler plus des femmes scientifiques à l'école primaire pour qu'elles servent d'idole ou de modèle aux enfants, surtout les enfants filles. On doit aussi encourager les filles à aimer les maths, la physique, l'informatique. On doit former les enseignants à ne pas traiter les filles et garçons différemment. Exemple, partons par un exemple. Disons qu'à l'école, nous voyons souvent si nous pratiquons cette bonne pratique et que à l'école primaire, c'est la base de tout enfant. Si à l'école primaire, on parle souvent de Marie Curie et ses réalisations, mais aussi parler des femmes scientifiques actuelles de la région. Cela peut aider à inciter les jeunes filles et les femmes à se plonger dans la science. On peut aussi proposer des clubs, ce sont de bonnes pratiques, des clubs de robotique ouverts à tous, pas seulement aux garçons. On peut aussi proposer à faire des mentorats et soutiens. Il y a un problème qui se pose là-dessus. En sciences, les femmes sont parfois les seules dans leur classe ou dans leur laboratoire, moins soutenues, moins encouragées à continuer. Bonne pratique là-dessus. On doit créer des programmes de mentorat. Exemple, accompagner les jeunes filles à, à savoir comment publier un article, comment parler en public, comment avoir confiance en elles. Ça peut aider à ces jeunes filles-là à ne pas abandonner. La politique publique doit rendre les règles plus justes. Un problème aussi se pose là-dessus. Il y a des femmes qui avancent moins vite que dans leur carrière de science que le garçon ou que les hommes. Il y a la maternité qui peut bloquer aussi une carrière. Il y a les promotions qui ne sont pas toujours transparentes. La bonne politique là-dessus, on doit instaurer des règles claires pour les recrutements et des promotions, prendre en compte des congés de maternité dans l'évaluation de carrière. Il y a un autre point qui est en tout cas très pertinent. Il y a la lutte contre les sexistes et les harcèlements. Souvent, certaines femmes en sciences subissent de remarques sexistes, le doute sur leurs compétences, parfois du harcèlement, et beaucoup sont freinés, beaucoup n'osent pas en parler. La bonne pratique, on doit mettre en place des règles claires contre les sexistes ou les sexismes, créer des espaces sûrs pour signaler les problèmes, parce que beaucoup plus de femmes qui subissent du harcèlement ou du sexisme n'osent pas en parler, surtout en public, ou dénoncer. Et c'est pourquoi on doit créer des espaces sûrs pour signaler ces problèmes-là, sanctionner les comportements inacceptables et sanctionner aussi les bourreaux. On a un exemple qui est très concret ici à Bukavu, au sud Kivu, en RDC. Il y a une étudiante qui a été victime du harcèlement à l'université officielle de Bukavu, toujours ici à Bukavu. Et la fille là avait pris le courage d'aller signaler le cas là de harcèlement. Le bourreau a été sanctionné directement. Ça, c'est une bonne pratique et qui peut aider aussi à freiner, donc à freiner, à briser ces barrières invisibles. Parlant de la justice sociale, toutes les femmes n'ont pas le même champ. Le problème qui est là est que certaines femmes cumulent plusieurs difficultés.
nous voyons la pauvreté. Certaines femmes viennent d'un milieu pauvre, ils sont racisés ou en situation de handicap. Il y a des bonnes initiatives qu'on 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 peut adopter, des bourses. On peut faire des bourses pour les étudiants, défavoriser les étudiantes, euh, qui peut aider un étudiant ou un étudiant ou une étudiante brillante, peut aider à continuer ses études grâce à ses bourses, même si sa famille n'a pas beaucoup de moyens euh, pour, euh, pour la soutenir. Euh, c'est, et c'est et c'est par cette bonne pratique que nous allons inviter plus les femmes à parler des sciences, montrer de chercheuses dans le média, assurer la parité dans les conférences, aussi inviter les femmes à parler à la télévision, à expliquer leur performance, à expliquer leurs recherches. Et c'est par et c'est par cette recommandation que nous allons conclure notre intervention. Disons que pour conclure, inclure les femmes en sciences, ce n'est pas leur faire un cadeau, c'est donner à tout le monde euh, le même chance. Une science plus inclusive et plus juste et plus riche. Et c'est par cette citation que je vous dis merci. Merci, madame. En tout cas, votre engagement et votre clarté ont non seulement enrichi ma réflexion et la réflexion de tout un chacun ici, mais aussi ça m'a donné la force et ça a accompagné nos messages que nous voulons transmettre aujourd'hui, qui est d'encourager les jeunes filles et femmes à s'engager, à persévérer et voir comme légitime dans le parcours scientifique. Vraiment, votre message a été très captivant, percutante et c'est vraiment ce que nous cherchons. Et je voudrais savoir si le collègue qui n'a pas eu accès à parler, si sa connexion a été rétablie et si oui, il pouvait aussi participer très brièvement et nous faire part de son expertise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rajabou. C'est magnifique et j'ai eu un petit problème de micro, mais maintenant c'est réglé. J'espère que vous me captez très bien de là où vous êtes. 7 sur 7. Merci beaucoup. Alors, il m'a été demandé de parler de l'impact des inégalités structurelles sur les carrières scientifiques féminines. Et pour pouvoir aborder cette thématique, je vais essayer de parler brièvement. Vu les minutes que vous m'avez imparties, je vais m'atteler sur 4 points, à savoir, je vais développer la question du concept du tuyau percé. Je vais parler des poids, des stéréotypes culturels et de l'éducation de base. Et enfin, je vais parler du manque de modèles de réussite, mais aussi du manque de financement à l'égard de la femme scientifique. Je vais en tout cas essayer d'être très brève. En parlant du concept du tuyau percé, lorsque j'ai préparé mon exposé, j'ai remarqué une chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais le nombre de filles actuellement scolarisées est plus élevé que jamais. Aujourd'hui, on a la possibilité de trouver plus de filles que de garçons dans un auditoire. Et cela se remarque beaucoup plus dans des sciences de la vie, peut-être l'infirmerie, la psychologie, santé publique, et on peut même penser à la médecine. Et quand il s'agit maintenant des sciences, genre la mathématique, technologie, l'informatique, dans les auditoires, on remarque aussi on est sur le point d'atteindre la parité. 50% de femmes dans ces sciences, 50% d'hommes dans ces mêmes auditoires. Mais en parlant de cela, il y a un constat qui est fort malheureux que j'ai remarqué et qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, quand on dépasse la licence, on part vers le master, doctorat ou même pour faire carrière et être professeur, nous sommes en train de remarquer que le nombre de femmes est en train de se réduire considérablement. Le nombre de femmes qui avaient en licence, quand vous avez fini en licence,
Et le nombre, par exemple, d'assistantes que vous allez trouver, le nombre de CT, chefs de travaux, le nombre de professeurs, c'est en tout cas très réduit. Et c'est là que nous sommes en train de parler dans les domaines des sciences de la vie dans lesquels les femmes sont très présentes. Mais si maintenant on partait dans les domaines scientifiques, là, la chose devient beaucoup plus catastrophique parce que là-bas, on remarque presque pas la présence de femmes. Et récemment, j'étais en train de discuter avec des collègues qui font la technologie à l'ULPG et ils m'ont rassuré que pendant les 6 ans qu'ils ont passé à la faculté des technologies, ils n'ont eu à être enseignés que par 3 femmes. Vous imaginez cela? Et la question qui se pose est que ces 3 femmes étaient-elles des assistantes, de chefs de travaux ou de professeurs? Vous êtes en train de voir que lorsqu'on est en train de monter en altitude dans des carrières beaucoup plus élevées, la participation de la femme dans les sciences, elle est beaucoup plus amoindrie. C'est dans ça que se résume le concept du tuyau percé. Alors, je vais nous laisser une question de réflexion. Pourquoi pensez-vous que le nombre de la femme sur le banc de l'école, elle est aujourd'hui presque égal à celui de l'homme, dans des sciences techniques, dans le domaine scientifique, alors que quand il s'agit de travail, quand il s'agit de continuer avec les doctorats, de faire leur thèse, ces femmes-là, on ne les retrouve plus. Ça, c'est une question de réflexion. Et avec ce concept de tuyau percé, nous allons remarquer que le génie, il est équitable. Le garçon et la fille qui se retrouvent dans l'auditoire en sciences et technologies, ils ont tous la capacité et la possibilité d'acquérir des connaissances. Mais la question qui se pose là est, qu'en est-il des opportunités? Ont-ils tous les deux l'ouverture aux mêmes opportunités? Directement, je vais parler avec le point des stéréotypes culturels et de l'éducation. Nous parlerons de facteurs qui façonnent et modèlent les attentes de la société. Nous parlerons de facteurs qui façonnent les modèles de la société. Nous allons voir tout ce que la société est en train d'attendre de la jeune fille dans sa vie quotidienne. Ainsi, vous allez remarquer que dans nos communautés, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est normal qu'un enfant manifeste de l'intérêt pour les mathématiques, la physique, qu'il choisisse peut-être de faire la mécanique ou l'électricité. En tout cas, tout ça, c'est normal. C'est normal pour lui parce que avec notre société, notre communauté, l'homme est perçu comme le géant, est perçu comme la personne capable d'apporter des solutions aux questions existentielles de la vie. Et la femme, quant à elle, c'est là la question. La femme, quant à elle, dans la société, elle est perçue comme la personne juste qui doit être à côté de son homme. Quand son homme part au travail, elle doit rester dans son foyer, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de son mari. Et le problème qui se pose sur ce point est qu'une femme qui veut se lancer dans la carrière, une femme qui veut se lancer dans une carrière scientifique et qui aspire peut-être à devenir professeur, elle se trouve face à un mur déjà érigé par la société. Et là, elle est dans un dilemme. Doit-elle se conformer à la société et à ses normes et être ainsi une bonne femme selon la société, ou alors doit-elle privilégier sa carrière pour ainsi être une femme scientifique? Le poids des stéréotypes culturels et l'éducation de base constituent à lui seul un énorme frein pour l'abolition du concept même dont je viens de parler tout à l'heure, du tuyau percé. Maintenant, je vais essayer de parler d'un autre point. Il y a beaucoup des intervenants qui ont essayé de revenir sur le même point, mais je vais aussi essayer d'effleurer et donner ma contribution. Il s'agit du manque de modèles. Je suis une jeune fille, j'ai étudié, et tous les auteurs que j'ai eu à étudier, que ce soit surtout dans le domaine
genre les domaines de la géographie, que ce soit dans le domaine technique, on nous parle toujours des hommes. Moi-même, je fais la biochimie et là, j'ai découvert que non, la personne qui avait en fait découvert la séquence d'ADN, c'était une femme. Est-ce que vous pouvez croire ça? C'était une femme. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que je viens de l'apprendre, moi qui suis une personne qui a fait la biochimie. Cela nous pousse aussi à parler combien de fois les mérites de la femme ou sa contribution dans la science, elle est, comment dire, minimisée. Elle est minimisée. Il y a Madame Edith qui a parlé, ça doit être Madame Edith, qui a parlé de Marie Curie. Marie Curie, lorsque j'ai étudié son histoire, c'est une femme, c'est vraiment un monument dans le monde scientifique. Et c'est une militante qui doit être prise comme exemple pour toutes les femmes. Mais j'ai appris que non, lorsqu'elle devrait recevoir son premier prix Nobel en physique en 1903, son nom n'était même pas cité. Son nom n'apparaissait nulle part. Et c'est par l'entremise de son mari Pierre Curie, qu'elle a reçu que son nom est apparu et qu'elle a reçu son premier prix Nobel. Cela nous pousse aussi à parler du point du sponsoring. Je suis en train de dire que parfois le génie lui-même ne suffit pas. La femme scientifique, elle a besoin de personnes pour l'épauler, elle a besoin de personnes pour l'accompagner et la parrainer. J'ai parlé du monitoring, le fait seulement de conseiller la femme, de lui dire implique-toi dans le monde scientifique, de lui dire de trouver comment contribuer à la science. C'est une bonne chose, mais il faut aussi penser à l'encourager, il faut aussi penser à l'accompagner de tout le point de vue, que ce soit matériel, que ce soit la parrainer, que ce soit l'aider à ouvrir ou à avoir accès à un réseau plus élargi. Je vais chuter avec quelques pistes de solutions que j'ai élaborées. Je parlais que pour les bourses, il y a deux fois des bourses qui sont des bourses qu'on appelle les bourses des jeunes chercheurs. Ces bourses-là sont octroyées aux jeunes qui manifestent leur intérêt dans la recherche scientifique. Et dans leur âge, leur âge est limité à 35 ans. Et pourquoi ne pas majorer cet âge-là à 40 pour les femmes? Pourquoi je dis cela? Avec les pressions sociales, avec les pressions de la société, une femme qui a 35 ans, dans cet intervalle-là de 20-35, c'est la période qui correspond à son développement, je pourrais dire, beaucoup plus biologique. Elle est beaucoup plus enclin à enfanter, elle est beaucoup plus enclin à enfanter, à donner vie et tout. Et c'est là, et si on majorait un peu la date ou l'âge pour participer à ces programmes-là de bourse des jeunes chercheurs à 40 ans, je crois que cela pourrait faciliter la jeune femme à aussi pouvoir participer et bénéficier de ces programmes de bourse. Je veux aussi parler, pour finir, de voir comment, si c'est possible, de créer des critères de promotion au lieu de compter le nombre d'articles, d'ouvrages publiés pendant les 5 dernières années. Vous savez, avec l'enseignement supérieur universitaire, pour être promu au rang de professeur ordinaire, vous devez au moins avoir publié des articles dans des revues de grandes renommées. Vous devez avoir écrit beaucoup de choses. Et c'est là pour la femme. Vous devez avoir contribué, je vais dire, dans le monde de l'écriture, dans la science, sans interruption. Vous voyez, sans interruption. Et pourtant, la femme, deux fois, elle est même obligée d'interrompre ses recherches scientifiques vu toutes les obligations et les charges qui pèsent sur sa tête. Et pour finir, beaucoup de gens vont penser que non, la femme fait elle-même le choix de ne pas s'impliquer dans le monde scientifique, que cela pourrait être son choix personnel. À ça, j'aimerais dire, je pourrais vous donner un exemple. Imaginons, on met tout le monde, les hommes et les femmes, dans une course, un marathon.
et que dans le sac de la femme, le sac au dos de la femme, au fur et à mesure qu'elle est en train d'avancer, on est en train de mettre de pierres dans son sac. Elle est en train de mettre de pierres dans son sac. Et qu'après ça, dans le sac du garçon, il n'y a rien. Il n'y a aucune pression. Il est juste là. Il n'a qu'à courir. Mais la femme, elle, au fur et à mesure qu'elle avance, on est en train d'ajouter du poids sur son dos. Et après cela, vous allez vous étonner qu'elle n'arrive pas au même moment que les garçons. Vous allez vous étonner que cette femme-là arrive en dernier lieu avec tout le poids qu'elle a sur les épaules. En guise de conclusion, j'aimerais dire que la femme congolaise, elle a aussi le droit. Elle a aussi le droit de mettre son intelligence au service du monde entier, au service de la science. Parce qu'avec ce 21e siècle qui est très complexe, si on est en train de priver le monde de 50% de sa main-d'œuvre, de 50% du quotient intellectuel qu'il contient, en tout cas, je crois que ça sera un peu compliqué de survivre. Et une autre chose, c'est un appel peut-être que je peux lancer, je suis en train de chuter, c'est de nous encourager à toujours parler de ces questions-ci. Ce n'est pas toujours intéressant, en tout cas, permettez-moi de le dire, qu'on puisse célébrer la femme juste quand c'est le 8 mars, ou alors quand c'est le 11 février, lorsqu'on va célébrer la femme, on parle de la femme dans la science. Non, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faudrait faire, c'est de toujours trouver des occasions de parler de la femme, et de sa contribution dans la science, même si ce n'est pas le jour, même si ce n'est pas le 8 mars, même si ce n'est pas le 11 février. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ainsi que je suis en train de finir avec mon intervention et je vous remercie pour cette écoute que vous m'avez octroyée. Merci beaucoup. Merci, merci, madame. Vraiment, je trouve que vous êtes aussi parmi les personnes qui viennent de toucher vraiment mon audition et c'est vraiment une chose que peut-être c'est très rare de voir parmi nos femmes. C'est peut-être pour cette raison, nous sommes en train de vouloir changer cette perception et voir pourquoi pas des milliers de femmes comme vous qui vont pousser la cape très loin et progresser notre monde scientifique. Merci, madame. Votre intervention m'a personnellement touché. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Sans pour autant perdre le temps, nous allons passer à l'étape des questions-réponses. Il y aura un formulaire qu'on va lancer où nous allons vous demander simplement d'exprimer vos idées quant aux certaines questions qu'on va vous demander. Et vous allez simplement répondre. C'est une façon pour nous de garder les informations, vos réponses. C'est ce qu'on appelle encore data-driven decision. Donc, prendre des décisions sur base des données. Sur base des données, donc, on va gagner le temps en faisant cette pratique. On vous enverra, mais pas peut-être aujourd'hui, mais on va vous envoyer, vous allez répondre. Mais maintenant, on va vous poser une question et je suggère que des personnes volontaires puissent répondre et dans les chats aussi. Répondez aussi ici de vos expériences, de vos observations ou bien tout simplement de votre façon de voir les choses. Je vais sentir quelque chose de concret, quelque chose d'honnête et de réaliste que nous faisons face au quotidien et les jours au jour dans nos environnements. Voilà. La question, c'est comment est-ce que nos systèmes éducatifs et scientifiques peuvent-ils être réformés pour garantir une égalité réelle des chances entre les genres, en l'occurrence. Donc, comme je vous disais, je vous propose de nous donner en tout cas des idées concrètes que vous avez vécues et qui vous inspirent vraiment et en fait de nous aider à mieux comprendre vos idées. Voilà, merci. Je propose qu'un volontaire déjà réponde. Soulevez seulement la main, on va vous donner parole.
Voilà. Papa Espoir, répondez. Merci, répondez. Oui, merci Rajabo, merci pour la parole. Euh, Premièrement, je vais d'abord tenir à remercier les intervenants. Je pense qu'ils ont tout dit, ils ont donné tous les conseils et tout, et je pense vraiment que c'était vraiment très génial. Donc, de mon côté, peut-être juste certaines choses à ajouter. La seule S'il te plaît, de vous première couper la chose, parole, s'il vous plaît. Et donc, ouais, même ceux-là qui peuvent parler l'anglais, je vous prie aussi de répondre. Vous pouvez même répondre en anglais. For those who can speak English, please, you can also answer in the language you can speak the most. Yeah, thank you. Continuez. d'accord, merci. D'accord, je vais d'abord m'excuser si mon français n'est pas bon, peut-être, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais je pense que je vais essayer de répondre toujours en français. Donc, pour moi, je vais d'abord ajouter, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, nous savons vraiment que la discrimination est là, donc, dans tous les domaines. Ça peut être des races, ça peut être des religions, ça peut être de sexe. Il y a vraiment beaucoup de discrimination partout. Alors, la seule chose que moi, je vis qui nous fait avancer quand nous faisons face à la discrimination, c'est pour nous de pouvoir prouver à la personne que nous pouvons faire ce qu'il pense qu'on ne peut pas faire. Alors, la chose que je pense qui peut causer que, comme la dernière intervenante a dit, il y a, je pense, 50% de filles donc dans des auditoires avec 50% de garçons, mais après, il y a seulement les hommes qui sont vraiment, qui ont des travails ou qui enseignent, mais il n'y a pas de femmes. Alors, là, la chose qui est là que moi je peux voir, c'est parfois à cause de, comment on appelle ça, du bruit, à cause du bruit qui nous entoure, on a tendance à abandonner. Donc, on a tendance à abandonner juste parce qu'il y a beaucoup de bruit qui nous entoure. On pense que oui, peut-être la personne a raison, surtout si on fait face si on fait face à un obstacle. Je veux faire la technologie, mais quand j'apprends à coder, ça fait comme, parce que parfois c'est un peu difficile et j'arrive pas à faire. Au lieu de me forcer pour le faire, je vais décider d'abandonner parce que les gens qui m'entourent m'ont dit non, tu peux pas le faire. Donc, je dis, ah, peut-être ils ont raison, peut-être je dois juste chercher d'autres choses à faire et je vais quitter là. Alors, moi, dans mon expérience, je vis les gens, donc les femmes, exceller dans beaucoup de choses. Si aujourd'hui on utilise Zoom, on utilise WhatsApp, ou bien on fait des appels vidéo, c'est juste à cause d'une femme. Elle s'appelle, euh, elle s'appelle, qui encore? Oh, yeah, Marianne Kropp. Marianne Kropp, celle qui a inventé la technologie aujourd'hui qui est utilisée euh, pour faire la transmission d'audio et vidéo sur l'Internet. Donc, si aujourd'hui on utilise Zoom, c'est vraiment s'il y a Zoom, s'il y a WhatsApp, c'est juste à cause de cette initiative qu'elle a prise. Est-ce qu'on pense que dans son parcours, est-ce qu'il y avait des obstacles? Oui, il y en avait. Est-ce qu'il y avait les gens qui disaient qu'elle ne peut pas le faire? Oui, il y en avait. Mais la seule chose qui a fait qu'elle arrive là, si vous pouvez juste prendre peut-être le temps de voir son parcours et tout, ce elle a dépassé pour arriver là, il y avait beaucoup de choses même si on regarde peut-être aujourd'hui, quand on parle des inventions de la technologie, peut-être on n'est pas là. Je pense peut-être il y a certains d'entre nous qui ne connaissent même pas les noms. C'est pas juste c'est pas parce qu'elle n'a pas inventé, c'est juste ce qui est là, c'est la force qu'elle a mis pour arriver là. Il y a eu des obstacles, il y a eu des bruits aux alentours, mais elle a décidé de quitter, elle a décidé d'amener son initiative qui a transformé la communication. Si on regarde aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît OpenAI, ChatGPT. La personne qui était à la base de la technologie de ChatGPT, c'est une femme. Elle était comment on appelle, le CTO, Chief Technology Officer. Donc, elle était à la base de la technologie, de la technologie derrière aujourd'hui ce qu'on connaît
comme ChatGPT. Mais elle a eu des obstacles. Ce qu'elle a fait, elle a juste décidé de quitter. C'est aussi l'autre option que je disais. Parfois, il faut aussi savoir que, donc, si nous faisons face à la discrimination aux personnes qui ne veulent pas nous supporter dans ce que nous faisons, il faut aussi savoir parfois quand changer l'environnement ou bien comment restructurer ton environnement pour que ça soit confortable pour toi. Parce que ce que tu fais pas pour personne, tu fais pas pour être validé avec une autre personne. Si tu essaies toujours de chercher une validation, ça va toujours être difficile. Moi, j'ai vécu dans des endroits où il y a la discrimination de toutes sortes. Donc, je connais la seule chose vraiment, c'est pouvoir te focaliser à ce que tu essaies de faire pour arriver à ton objectif. Toujours quand tu commences tes études, peut-être quand tu commences tes études, tu vas te lancer dans la technologie. Peut-être il y a comment on appelle ça, un fantasy, tu as une vision peut-être que tu veux accomplir peut-être une fois dans ta vie. Maintenant, si tu acceptes quelqu'un de dire que non, tu ne peux pas le faire parce que tu es une femme, faut il faut lui prouver que non, je peux le faire, je peux le faire. Parce que si on essaye, si tout le monde essaye de faire beaucoup pour arriver là où on veut arriver, peut-être vous serez les personnes qui seront utilisées comme des exemples à d'autres personnes, à une autre génération qui va venir pour dire, hey, voyons, je pense que c'était Magnifique qui parlait, hein, je pense. On dit, oh non, voyons, Magnifique n'a pas abandonné, c'est pour cette raison qu'elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Donc ça, c'était juste un peu à mon ajout en rapport à ça. Merci pour ton feedback, pour ton avis qui est vraiment pertinent aussi pour moi et pour les autres. Et je pense vraiment s'il y a une autre personne qui peut répondre vite fait, très bref, ça va vraiment être très utile. Oui, oui, Claudine. Oui, moi je pense que comme dans les domaines de l'égalité des genres, la participation homme-femme, il faut aussi créer un autre terme hein, dans les sciences, cette discrimination positive. Vous voyez, quand on fait l'égalité, on met la femme on la soutient pour qu'elle arrive aussi au niveau où est l'homme aujourd'hui. Les femmes ont beaucoup d'inventions, en tout cas beaucoup, mais elles ne sont pas révélées à la face du monde. Et comme elle n'est pas révélée, moi, je proposerais peut-être que dans des grandes conférences, dans des grandes réunions, dans des grandes rencontres mondiales, qu'on parle aussi des femmes et que dans nos systèmes d'éducation de base, qu'on mette un coup de projecteur sur toutes ces femmes qui ont inventé des choses et sur lesquelles on ne parle jamais. En tout cas, il y a beaucoup d'inventions des femmes, que ce soit dans les questions scientifiques, dans l'informatique, dans beaucoup de domaines de la vie, il y a des femmes qui ont donné de leur intelligence, qui ont prêté main forte pour qu'il y ait évolution dans le monde. Mais ces femmes, on n'en parle jamais. Si on peut, pour une seule fois, oublier un peu qu'il y a que les hommes qui inventent et qu'on mette ces femmes, qu'on mette sur un gros plat ces femmes qui font des inventions. Comme ça, les jeunes filles qui viennent derrière pourront voir qu'il y a quand même des modèles, qu'il y a quand même des femmes qui inspirent, qu'il y a quand même des femmes qu'on peut utiliser comme repères pour que les jeunes filles qui viennent derrière nous, pour que les jeunes filles qui étudient encore, qui sont au bas de l'école, voient que les femmes ont des exploits et qu'elles peuvent les ressembler. Le problème, c'est le fait que ces femmes fassent des inventions et que ces femmes soient jetées dans les oubliettes ou qu'on ne parle jamais d'elles. Moi, je pense qu'il était temps qu'on fasse cette discrimination positive, qu'on parle plus des femmes qui ont inventé des choses dans la science, dans l'informatique,
et qu'on laisse un peu de côté les hommes, qu'on parle de tous les jours, qu'on fasse cette discrimination positive pour que les femmes pour qu'il y ait plus de visibilité sur les femmes. Je me rappelle qu'il y a un temps, il y a une dame congolaise qui s'appelle Inzia Kirongozi qui a créé un robot qui régule la circulation routière. On en a parlé quelques temps, mais du coup, on n'en parle même plus, on ne fait même plus allusion. Alors que c'est une femme forte qui peut servir d'exemple à d'autres jeunes filles. Mais et dans le système congolais d'éducation et dans la région, on n'en parle même pas, alors que ces femmes existent. Et si on en parlait, si on mettait un gros plan sur ces femmes-là, peut-être que ça pouvait stimuler, ça pouvait créer quelque chose dans l'intellect, dans les cœurs des jeunes filles qui viennent. Et là, elles auront des modèles qui inspirent et peut-être qu'elles pourront aussi embrasser la science et elles pourront évoluer dedans. Merci. Je vous en prie, madame, et merci pour votre réponse. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Et cette question, je vais choisir aléatoirement une personne ou deux personnes pour répondre. Ça va aussi nous aider exactement à aider ou bien à faire participer certaines personnes dans le débat. Voilà, c'est un petit contexte. Euh, je vais vous dire ceci. Imaginez, vous êtes dans une organisation, vous êtes appelé à, disons, à l'interview. J'aime parler beaucoup ces termes d'insertion professionnelle parce que ça concerne au moins la plupart des jeunes que nous sommes. Euh, Vous êtes à l'étape de l'interview et puis on vous dit vous êtes avec une femme, un homme et une femme, et puis la femme, et puis les recruteurs vous disent que voilà, euh, la candidature féminine est encouragée. Et donc, ici, nous avons besoin de quelqu'un qui a un diplôme et 3 ans d'expérience. Mais vu que vous avez tous des diplômes et que la femme n'a pas 3 ans d'expérience et que la candidature féminine est encouragée et donc on prend la femme. Selon vous, est-ce une façon d'encourager l'inclusion féminine ou alors une injustice vis-à-vis des hommes? Merci pour votre réponse. Et je pense que je peux inviter Brunel à répondre à cette question. Merci. Brunel, vous êtes là? Ok, merci. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Concernant la question, je pense que je suis d'une part encouragée sur le point d'encourager la participation féminine, mais aussi d'autre part, c'est aussi encourager la femme à ne pas étudier. Donc, à ne pas chercher à être beaucoup plus instruite. C'est ce que je peux dire. Donc, sur ce point, je pense que d'abord, on a dit que il y a Claudine, elle avait mentionné que on est le résultat de ce qu'on a été, de ce qu'on a vécu. Donc, si mon père, j'ai grandi et qu'il me disait, toi, tu pourrais pas faire ça parce que tu es une fille, je vais grandir avec ce doute. Je vais douter beaucoup de moi et je vais pas croire en moi et je vais pas me lancer dans des carrières en sciences. C'est ça, je pense que c'est la barrière qui était invisible qu'on était en train de parler. Mais dire que je vais engager une femme parce que c'est une femme alors qu'elle n'est pas instruite, non seulement il y a ton entreprise qui peut être en faillite parce qu'elle n'a pas les capacités requises pour mener à bien cette carrière que tu veux qu'elle se lance, dans qu'elle se lance. Par contre, je préférais dire que je vais engager cet homme et aussi cette femme pour qu'elle fasse un stage professionnel. Et comme ça, elle va d'abord avoir ses connaissances et ainsi bien travailler. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Merci Brunel. Une autre personne, cette fois-ci, je prends au hasard. Je prends qui?
Sylvie. Sylvie Nabintou. Nabintou. Sylvie, vous pouvez répondre à la question que j'ai demandée précédemment. Bonjour, bonsoir à Sylvie, tout le vous êtes monde. là? Je crois que vous me captez bien. Ouais, je vous capte, Sylvie. Allô? Vous pouvez répondre, merci. Oui, par rapport à votre... bon, je ne sais pas si c'est une question, mais moi, je pense que, comme vient de le dire Brinel, d'une part, le boss ne veut pas encourager les femmes à aller loin, à étudier, à bosser, parce que je trouve dans sa réaction ou dans sa décision quelque chose de favoritisme. Pourtant, quand il s'agit au travail, il faut la méritocratie. Et c'est dans ce sens que les intervenants du jour ont montré que plus les hommes étudient, plus les femmes étudient et que donc ils ont tous les compétences, les atouts. Mais dans la décision du boss, dans les contextes que tu l'as expliqué, c'est pas vraiment ça encourager la femme, plutôt, selon moi, c'est encore une fois rabaisser la femme parce que on croira que c'est comme ça que ça doit se passer. La femme, même si elle n'a pas étudié, même si elle n'a pas de compétences, elle n'a pas des atouts, et c'est toujours favorisé. Pourtant, le thème d'aujourd'hui est en train de vouloir dire également mettre en valeur ces femmes qui travaillent, ces femmes, Claudine Delamme, qui travaillent, qui ont des compétences. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui fait défaut, mais je J'avais un n'arrive petit pas à souci bien avec la écouter. connexion. J'avais un petit souci de connexion. Je crois que vous me captez déjà. Ouais, là, je t'écoute. Voilà, je disais que c'est vraiment le favoritisme et pourtant nous sommes en train de prôner la méritocratie. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Je crois que le reste, vous avez compris avant que la connexion ne fasse ses caprices. Ouais, merci, merci, j'ai compris. Et moi, je pense que les femmes devraient plutôt comprendre que ils ont les mêmes droits et ils ont les mêmes droits que les hommes. Ça, ce n'est même pas à discuter, à débattre. Elles doivent grandir C'est pas avec cet seulement les état d'esprit. femmes. Ouais, Il faut, ouais, ouais. il faut également que les hommes comprennent. Je ne vous écoute pas bien, malheureusement. Que les hommes comprennent. J'ai Il y du a mal à vous écouter. Problème de aussi réseau. les femmes peut-être plus talentueuses que les hommes. On l'a vécu dans des organisations, même à la faculté. Souvent, ce sont des femmes qui prennent des... En tout cas, je Je n'arrive pas bien disais à qu'il vous faut... écouter. Ça va comme ça? Ouais, là, je vous écoute un peu, oui. Je disais qu'il faut également que les hommes comprennent qu'il y a aussi des femmes plus talentueuses et plus compétentes que les hommes. Parce qu'on a Ouais. vécu On est certaines sur la même expériences longueur d'onde. au C'est ce boulot. qu'on était en train de dire tantôt. Oui, merci, merci. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Les femmes, tout comme les hommes d'ailleurs, ont tous les mêmes chances de bien faire les Oui. choses. Ça, c'est une évidence et personne ne peut le nier ou encore en débattre. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont peut-être plus performantes que les hommes du point de vue professionnel et peut-être dans d'autres domaines. Ça aussi, c'est une évidence. Mais alors,
que les femmes aussi, parce que les femmes sont peut-être les plus exposées, stigmatisées, je pense que les femmes devraient avoir un esprit vraiment très positif et très inclusif depuis leur jeune âge pour peut-être se mettre à niveau aux attentes que le monde que nous vivons les représente. Je veux dire, dans le monde professionnel, vous allez remarquer avec moi que la société a fait croire aux femmes que elles ont droit naturellement à certains avantages que les hommes, ce qui est complètement faux. Et comme je disais, l'égalité doit être prônée à tout le monde et que les femmes doivent être protégées parce que ce sont les plus exposées et ce sont les plus stigmatisées. Et donc, nous allons chuter avec des recommandations selon les Nations Unies. Et donc, je vais devoir vous encourager une fois de plus, 3 ou 4 personnes, de nous donner les recommandations clés alignées aux cadres internationaux des droits humains, égalité des genres des Nations Unies. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a une recommandation, je prie de le dire ou de l'écrire en commentaire. D'ailleurs, je suggère que tout le monde écrive au moins une recommandation dans les commentaires, ça sera mieux. Sinon, moi, ma recommandation, serait de renforcer l'accès équitable à l'éducation scientifique dès le niveau primaire, conformément au ODD 4 et 5 des Nations Unies. Ça, c'est ma recommandation. Quelqu'un d'autre a une recommandation? Je ne sais pas si je peux. Bonjour. Oui, Elie. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour moi, je me baserai directement à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est simple de dire que tous les individus naissent libres et égaux devant la loi sur tout le plan, et donc on doit considérer et les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. 14 de la Constitution de la RDC. Merci. En tout cas, monsieur le juriste, vous avez des arguments les plus en plus solides et je pense que c'est légitime et concret ce que vous venez de dire. Et quelqu'un d'autre peut aussi ajouter. Et je vous encourage, monsieur le juriste, de commenter aussi ce que vous avez répondu là-bas en commentaire pour permettre aux gens de le voir. Ouais, les autres peuvent aussi écrire là-bas les recommandations. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis Lucien Imani. Vraiment, permettez un peu de brosser sur ce que je venais d'entendre parce que je viens d'atteindre l'espace avec un grand retard. Mais je pense que nous parlons ici sous forme de l'émancipation de la femme dans toutes les intégrations sociales, culturelles, même scientifiques aussi. Mais voilà, je suis en train de voir qu'il y a des aspects qu'on est en train d'épargner par rapport à tout ce qu'on se parle, parce que je comprends. Bon, je vais nous ramener encore en arrière un peu parce que les intervenants comme magnifiques que j'ai entendu, c'est la toute dernière que j'ai entendue, même aussi les gens qui ont donné des observations aussi. Mais en ce qui concerne l'émancipation de la femme, moi je pense que, je ne sais pas, nous sommes beaucoup ici de plusieurs nationalités. Ici, il y a le Rwandais, les Burundais et consorts, mais en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de campagnes, il y a eu aussi beaucoup de privilèges, il y a eu aussi des sensibilisations, que ce soit des organisations non gouvernementales, que ce soit le gouvernement ou l'État qui appuie en fait des initiatives de l'émancipation de la femme. Nous devons parler parce que quand j'étais tout petit, il y a eu une campagne de l'UNICEF, toutes les filles à l'école,
Et puis ça motivait aussi, ça montrait à quelle échelle que la femme a été encouragée, la jeune fille a été encouragée à peut-être à intégrer aussi les instances de l'éducation et consorts. Maintenant, à des hommes aussi qui n'ont pas d'équerre chez nous, c'est les hommes politiques. Vous pouvez vous rappeler les élections passées, comment est-ce on a même la CENI a mis parmi les lois de la CENI, il a mis même un article qui disait que la femme, la majorité, si un parti politique présente une liste, vraiment, je ne sais pas si c'est des 50 femmes sur leur liste, on ne doit pas payer la caution pour la candidature. Et puis, on a privilégié la femme à ne pas même payer. Si vous êtes femme et vous déposez votre candidature, vous n'allez même pas payer cette caution là-bas. Et est-ce que vous pouvez, on va réfléchir ensemble, est-ce que vous pouvez vous imaginer sur les listes électorales, il y avait eu combien de candidates femmes? Et vous allez voir que le nombre a été encore très minime. On ne sait pas, mais en ce qui concerne notre thématique aujourd'hui, moi, je peux vraiment parler de deux choses. Je vais parler de l'aspect rigueur. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre à l'écart que la science a ses rigueurs. Et quand on parle que nous sommes en train de faire l'allusion que c'est seulement nécessairement le mathématique, nécessairement la physique, la chimie, qui est une science. Là, je pense que nous sommes en train de quitter notre rail de réflexion et que peut-être on peut encore aussi peut-être revoir parce que les sciences de l'homme, les sciences... S'il vous plaît, Lucien, j'apprécie énormément vos interventions, mais pourrions-nous peut-être finir avec nos recommandations et puis si vous avez des suggestions, vous allez les compléter dans nos formulaires qu'on va partager dans les groupes. Merci pour votre compréhension. Ah ok, ça va, d'accord, Rajab. Ouais, merci. Lycée, c'est mon ami, c'est un collègue et il comprend vite les rigueurs que nous avons mises en place pour gagner le temps. OK. Et donc, je disais, nous sommes en train de conclure et nous sommes en train exactement de recevoir les différentes recommandations que vous êtes en train de nous partager. Et je vois déjà dans le commentaire, il y a déjà quelques personnes qui nous ont proposé les recommandations. Et donc, moi, je me suis vraiment euh, je me suis vraiment basé sur les déclarations des droits de l'homme et des Nations Unies. Et des Nations Unies, c'est c'est exactement ce dont nous avons besoin, euh, en tout cas pour le moment, euh, pour les revendications, et parce que souvent c'est les Nations Unies qui, bon, en quelque sorte, financent ou bien soutiennent les mouvements des femmes. Désolé de le dire, mais il faut voir la réalité en face et se mettre devant les faits. Et donc, comme je vous disais, les recommandations phares que moi je trouve vraiment pertinentes, c'est c'est plutôt d'établir des programmes de mentorat et de leadership féminin inspirés par les cadres des Nations Unies, vous voyez, pour un peu soutenir les progressions des filles et femmes et tous les hommes en général dans les filières de STEM. Pourquoi STEM? Parce que STEM, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas STEM, c'est quoi? Je ne sais pas, quelqu'un connaît STEM ici? Brinel, c'est quoi STEM? Oui, C'est quoi STEM, s'il vous plaît? STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ouais, disons en général, c'est la mathématique liée à l'ingénierie, l'innovation et la technologie. Disons, c'est là où le monde est en train de partir pour le moment. Et donc, initier les femmes en plein cœur de la technologie, de l'innovation, mais aussi de la technologie, c'est exactement mettre la femme au cœur même du développement et de son écosystème et de son pays. Voilà, c'est parmi les recommandations phares des Nations Unies. Mais aussi, je voulais aussi encourager les institutions éducatives et des organisations juridiques, surtout les sociétés civiles, de garantir la protection et la promotion des droits des femmes dans les milieux scolaires et dans les milieux scientifiques. Ça, c'est très important. Et c'est que nous oublions beaucoup
dans notre écosystème scientifique ici en Afrique, c'est collecter les données. Ça, c'est une erreur fatale. Nous devrions collecter les données sensibles liées au genre pour orienter nos décisions à suivre les progrès conformément aux standards internationaux. Pourquoi standards internationaux? Parce qu'on peut avoir notre propre écosystème qui est semblable à la réalité, à notre réalité locale, mais si ça ne respecte pas certaines conditions au droit international, ça va être limité quelque part. Imaginez, nous avons un prototype bien concis et qui marche et qui est semblable, compatible à notre réalité locale, mais si ce n'est pas compatible avec, je ne sais pas, certains standards internationaux comme Silicon Valley et consorts, vous allez être contraint à certaines restrictions. C'est pour cela, pour le moment, nous devrions nous conformer aux systèmes occidentaux. Désolé de le dire parce que c'est le seul en tout cas qui marche pour le moment. Et donc, après cela, aussi favoriser l'inclusion des femmes d'une manière réelle et honnête. D'accord? Et ce que j'appelle ici, j'appelle l'ensemble des acteurs, éducateurs, institutions et associations et autorités locales, voire même des bailleurs des fonds, à agir concrètement pour transformer les environnements d'apprentissage et du travail. Il est vraiment urgent et je vous encourage de garantir que chaque jeune fille ait la possibilité et le droit de poursuivre sa carrière scientifique sans discrimination ni limitation. L'autonomisation des femmes, c'est vraiment quelque chose que nous devrions tous apporter un truc pour avancer. Et je comptais exactement remercier Brunel, je remercier aussi nos intervenants, Claudine Kitumaini, Edith et Ellie, mais aussi magnifiques pour leurs interventions. C'était vraiment pertinent. Personnellement, j'ai apprécié, surtout des juristes, c'était vraiment waouh. Et pour la qualité et la profondeur de leurs contributions. Nos remerciements vont également aux partenaires qui nous ont permis de faire ceci, aux organisations participantes que vous êtes et à l'ensemble des membres des communautés, à la plupart, et surtout Yéna. Un merci particulier aux jeunes femmes et filles présentes dont l'engagement et la curiosité incarnent vraiment l'avenir des sciences en Afrique. Merci les amis.